Quand j'avais 12 ans, ma mère venait juste de commencer à me faire assez confiance pour me laisser seule à la maison, donc cela devait être à cette époque. Nous vivions dans une petite ville paisible, et généralement sûre, avec des rues calmes de grands jardins, des voisins amicaux, et un charmant petit centre, avec plusieurs magasins et restaurants. Ce n'était vraiment pas un endroit où l'on devait jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. La nuit, en rentrant seul, on s'y sentait simplement en sécurité. Et c'est en partie pour cette raison que mes parents m'autorisaient à rester seul à un si jeune âge. J'habite encore aujourd'hui avec eux dans la même maison. La nuit en question, c'était un week-end, et mes parents allaient me laisser seul pour la soirée. Quand nous étions vraiment petits, mes grands-parents s'occupaient de ma sœur aînée et de moi. Mais comme ma sœur n'était pas là cette fois-là, et que j'étais suffisamment grand, mes parents ont décidé de me faire confiance seul. Ils nous avaient eus jeunes, et ont toujours été assez actifs, partant souvent en voyage, ou sortant le week-end avec des amis. Ils m'avaient laissé un peu d'argent pour commander une pizza au dîner, la soirée idéale pour un garçon de 12 ou 13 ans. La maison rien que pour moi, des jeux vidéo toute la nuit, et de la pizza au dîner. À l'époque, j'étais obsédé par les jeux vidéo. James Bond, donc je jouais à un jeu appelé Nightfire, sur ma PS2, pour ma 3e partie. Après avoir terminé le jeu encore une fois, j'ai décidé de commander la pizza. Il y avait une pizzeria à côté de chez nous appelée Pizzeria Gianni. Elle a fermé depuis des années, mais c'était l'un des lieux favoris de ma famille. J'ai commandé une pizza classique à 12 ans. Je pouvais facilement manger 3 parts à moi seul. Ma mère m'a dit d'emballer le reste dans du papier aluminium et de le mettre au frigo. Entre-temps, j'ai changé de disque pour un autre jeu pendant que j'attendais la pizza. Quand la sonnette a enfin retenti, je suis descendu précipitamment avec le billet de 20 que mes parents m'avaient laissé. Ma mère m'avait dit de laisser 4 de pourboire. La pizzeria était située à environ 3 pâtés de maison, donc honnêtement, ce n'était pas un mauvais pourboire pour l'époque. Le livreur était un homme d'une trentaine d'années à l'air, un peu négligé, avec une barbe longue et sale, des lunettes, et une casquette noire de routier. Je lui ai tendu les 20 et demandé la monnaie exacte en me tendant la boîte, et en comptant la monnaie, il a levé les yeux vers moi. Yo, je savais que c'était une question étrange et inquiétante, et mes parents m'avaient bien appris à me méfier des inconnus. J'ai répondu que mes parents rentraient bientôt, réponse stupide avec le recul. J'aurais pu dire non, mais ils savaient probablement qu'aucune voiture n'était garée dans l'allée, et qu'un enfant ouvrait la porte à la place d'un adulte. Après m'avoir rendu la monnaie, j'ai fermé la porte, mangé 3 parts dans la cuisine, puis emballé le reste et mis au frigo. Je suis remonté jouer à mon autre jeu, James Bond, sur PC2 Agent Under Fire, que j'aimais un peu moins que Nightfire, mais qui restait bon. Des heures passèrent, et vers 23h, la sonnette retentit à nouveau. Pensant que c'était mes parents, je me suis précipité vers la porte et ai dit « Papa, maman. Papa. » Yo, mais une voix inconnue a répondu à bas. « Hé, j'ai besoin d'aide. » Yo, elle disait avoir besoin d'utiliser un téléphone. J'ai demandé Yoge qui est ce. Yo, et elle a répété qu'elle avait juste besoin d'un téléphone. Je n'ai pas voulu regarder par la fenêtre honnêtement. J'avais peur, et j'ai décidé de monter à l'étage et d'ignorer. Je savais par simple bon sens qu'ouvrir cette porte serait une très mauvaise idée. Alors que je montais les escaliers, situé juste en face de la porte d'entrée, l'homme dehors a frappé et dit « Yo, attends s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. » Yo, cela signifiait qu'il m'avait vu m'observant à travers le vitrage en haut de la porte. Je me suis retourné, et bien qu'il fasse sombre sur le perron, je pouvais distinguer la silhouette de sa tête, je ne voyais pas ses yeux, mais il était évident qu'il me fixait. Je suis monté en courant dans la chambre de mes parents, la seule pièce de l'étage avec un téléphone fixe, et j'ai immédiatement appelé le portable de ma mère. Je ne connaissais pas par cœur le numéro de mon père. Ma mère a décroché probablement après quelques verres de vin, mais quand je lui ai dit qu'un homme était à la porte et voulait entrer, son ton a instantanément changé. Elle est devenue plus forte et inquiète. Elle m'a demandé si j'avais répondu à l'homme ou laissé entendre que j'étais à la maison. J'ai dit la vérité, oui. Puis elle a demandé si quelqu'un pouvait savoir que j'étais seul, et j'ai aussitôt pensé au livreur lui disant qu'il m'avait demandé si j'étais seul. Autour de ce moment, la sonnette a retenti 2 fois, encore paniquée. J'ai dit à ma mère que l'homme ne partait pas. Elle m'a ordonné de rester dans leur chambre, porte verrouillée, et a dit qu'ils appelaient la police. Elle est restée en ligne avec moi sur son téléphone, tandis qu'avec celui de mon père, ils appelaient la police depuis l'extérieur du restaurant pour mieux parler. C'était une nuit d'été, les fenêtres étaient entr'ouvertes, et par la fenêtre de mes parents, j'ai entendu le portail latéral donnant sur le jardin s'ouvrir doucement. Je l'ai dit à ma mère qui continuait de me répéter de rester calme, de ne pas bouger, lumière éteinte. J'ai murmuré à Uga et s'y laissait d'entrer par la fenêtre du salon.
Yo, mais elle m'a demandé de ne plus parler et d'attendre la police. Je commençais à me calmer un peu quand j'ai entendu sans équivoque des pas en bas ceux de quelqu'un dans la maison. Je l'ai chuchoté à ma mère, et je l'ai entendu crier quelque chose à l'autre téléphone pour la police. Probablement « surnomme les dans la maison. Dépêchez-vous. » Yo, elle m'a dit de me cacher sous le lit. Pour l'enfant de 12 ans que j'étais, c'était le moment le plus horrible et irréel de ma vie. La seule chose qui me rassurait un peu était le petit verrou de la porte. J'ai entendu les pas monter l'escalier, situé entre la chambre de ma sœur et la mienne, puis s'atténuer probablement quand l'intrus fouillait ses chambrées. Ma mère m'a dit que la police forcerait l'entrée et de ne pas bouger avant qu'il soit là. Les pas sont revenus dans le couloir vers la porte de mes parents. La poignée a été testée plusieurs fois en vain, puis il y a eu un léger coup frappé, sans un mot, une dernière tentative de poignée, et finalement les pas se sont éloignés, descendant les marches et disparaissant plus bas. J'ai retenu mes larmes et n'ai pas soufflé un mot trop terrorisé pour faire le moindre bruit. Ma mère m'a enfin dit que la police était là, mais de rester encore. Je m'attendais à entendre la porte défoncée au lieu de cela. J'ai entendu plusieurs pas lourds, et un homme appelait mon nom en se présentant comme policier. Je les ai entendus monter, et ma mère m'a donné la permission d'ouvrir. 2 agents étaient à l'étage, 2 autres en bas. Ils n'avaient pas eu besoin de forcer la porte d'entrée, car la porte arrière était grande ouverte ainsi qu'une grande baie coulissante. Point d'entrée évident. J'ai dû tout raconter aux policiers, incluant ma suspicion sur le livreur, pendant que mes parents écoutaient au téléphone. Lorsqu'ils sont arrivés, 2 agents terminaient encore le rapport qui mentionnait le livreur. Le lendemain soir, mes parents m'ont emmené à la pizzeria Gianni pour l'identifier si je le voyais. Il n'était pas là en décrivant l'homme. Le gérant a dit que cela devait être Philippe actuellement en livraison, mais a affirmé que c'était impossible. Après nos explications, il nous a demandé de partir. Mes parents ont fait un scandale et juré de ne plus jamais commander là. Nous avons attendu presque 1 heure dans la voiture, mais il n'est jamais revenu. Nous avons pensé que le gérant l'avait prévenu. Mes parents ont consulté des avocats, mais sans preuve solide, personne n'a pris l'affaire. Nous ne sommes jamais retournés à cette pizzeria, et il a fallu longtemps avant que mes parents se sentent de nouveau à l'aise de me laisser seul. Au fond, je pense que c'était bien le livreur ou quelqu'un lié à lui, car qui d'autre aurait su que j'étais seul ce soir-là? Quand j'étais adolescent, mes parents et moi avons quitté la Californie pour emménager dans une zone isolée du nord de l'Idaho. Mes parents venaient de prendre leur retraite et avaient construit la maison de leurs rêves perdue au fond de la campagne. Aucun voisin en vue, juste de la forêt, une forêt dense à perte de vue, attenante à un parc national et à des terrains exploités par une papeterie. La maison était immense, 2 étages, une salle de sport, un bar complet avec salle de billard et même une véritable salle de cinéma au sous-sol. C'était le genre de maison dont rêve isolée, calme, parfaite, en apparence. À l'époque, je sortais avec ma petite amie du lycée. Un soir, alors que mes parents étaient sortis dîner en ville, je l'avais invitée à passer pour regarder un film. Nous étions complètement seuls. J'ouvris une bière, j'étais mineur, mais je me disais que personne ne s'en soucierait. Et nous sommes descendus dans la salle de cinéma pour regarder Gladiator. Tout se passait normalement, mais vers le milieu du film, peut-être vers minuit, j'ai été pris d'un coup par une sensation de fuite ou combat. Mon corps avait l'air de sentir quelque chose que mon cerveau ne voyait pas. Le cœur battant, je jetais des coups d'œil aux grandes fenêtres sans rideaux, derrière nous donnant sur la forêt noire. Je ne voulais pas inquiéter ma copine, alors je gardais ça pour moi. En fait, ça devenait même un peu intime entre nous, mais je ne parvenais pas à me défaire de l'impression qu'on nous observait. Après le film, je l'ai raccompagnée jusqu'à sa voiture. La maison était à nouveau parfaitement silencieuse. Elle est partie en voiture, et en me retournant pour rentrer, je me suis souvenu que j'avais laissé les lumières allumées dans la salle de billard, le bar et la salle de cinéma. Je suis donc redescendu. J'ai d'abord éteint les lumières de la salle de cinéma, puis je me suis figé mes yeux, s'étaient posés sur la grande baie vitrée donnant sur l'arrière-cour, et c'est là que je l'ai vu. Un homme qui semblait sans abri, cheveux en bataille, vêtements en loques, mais surtout une expression figée avec le sourire le plus large et le plus inquiétant que j'ai jamais vu, les yeux grands ouverts et fous. Dans sa main, un couteau qu'il tapotait doucement contre la vitre, encore et encore. D'abord j'ai cru halluciner. Je me suis lentement reculé jusqu'à la salle de billard pour éteindre les autres lumières. Cette pièce avait une porte-fenêtre donnant aussi sur la forêt. J'ai basculé l'interrupteur
et j'ai vu horrifié l'homme marcher calmement de la baie vitrée jusqu'à la porte-fenêtre, toujours souriant, toujours fixant mon regard. À ce moment-là, nous étions à moins de 30 centimètres, juste la vitre entre nous. Il n'a pas essayé d'entrer, il n'a pas bougé, il faisait juste me regarder. Je suis remonté sans dire un mot, et c'est alors que mes parents sont rentrés. Je leur ai dit, je crois que j'ai besoin d'aller en service psy, ou quelque chose. Je jure que je viens de voir un type avec un couteau me regarder dehors. Ma mère est devenue pâle. Mon père a plissé les yeux, a ouvert le coffre-fort à armes, pris son fusil, et est sorti inspecter les lieux sans un mot. J'ai demandé à ma mère ce qui se passait. Elle m'a répondu, il y a eu quelques cambriolages dans le coin, un gars erre dans les bois, en essayant d'entrer dans des maisons. La description que tu donnes correspond exactement, la police est venue, mais n'a rien trouvé, aucune trace d'effraction, aucune empreinte, juste la forêt noire et glaciale. Cela aurait dû être la fin, mais ça ne l'a pas été. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir, j'ai entendu un léger tapotement sous ma chambre, qui était à l'étage directement au-dessus de la salle de cinéma. On aurait dit du métal contre du verre. J'ai tenté de me dire que ce n'était rien. Le bruit a duré des heures. Cela s'est répété nuit après nuit, parfois, ça s'arrêtait parfois, je me réveillais vers 3 heures du matin et l'entendais à nouveau faiblement. Une nuit, j'ai même cru entendre des pas sur le toit. Je vérifiais les fenêtres sans jamais voir personne, mais l'impression d'être traqué persistait. Puis l'hiver est venu. Mes parents ont dû partir quelques jours, mais restaient inquiets. Avant de partir, ils m'ont laissé un fusil de chasse au cas où. Nous avions aussi un gros Rottweiler, le chien le plus adorable qui soit, mais parfaitement silencieux, sauf lorsqu'il y avait vraiment quelque chose. Une nuit, alors que j'étais seul, j'ai entendu des pas lents sur la neige, dehors lourds et délibérés. Le chien s'est dressé oreilles relevées et a commencé à grogner sourdement face à la porte d'entrée, puis à aboyer de façon féroce ininterrompue. Il n'agissait ainsi que lorsqu'il voyait une menace réelle. Je suis resté silencieux pour que la personne dehors ne sache pas que j'étais là. Je n'ai pas bougé. Puis vint le coup à la porte, long, creux, provocateur. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, j'ai dormi avec le fusil chargé à côté de moi, porte verrouillée, store baissé, chien couché contre mes pieds. Le matin en sortant, j'ai vu ce qui m'a glacé, des empreintes de pas humaines fraîches faisaient le tour complet de la maison, s'arrêtant à chaque fenêtre comme si on avait essayé de regarder à l'intérieur pour me trouver. J'ai suivi les traces autour de la propriété. Elles allaient jusqu'à la forêt. Je les ai suivies sur près d'1 kilomètre avant qu'elles ne commencent à zigzaguer, dévier, revenir sur elles-mêmes, comme si on cherchait à m'induire en erreur. J'ai fait demi-tour, une intuition me disait que continuer serait une mauvaise idée. Cette nuit-là, le tapotement revint plus fort. J'étais sûr que c'était lui. J'ai déverrouillé la porte, pris le fusil et suis sorti sur la terrasse du 2e étage. J'ai allumé les projecteurs qui illuminaient l'arrière. Il était là. Même homme, même sourire, mêmes yeux morses. Il tenait encore le couteau, me fixant comme s'il voyait à travers moi. J'ai levé le fusil et crié, si tu ne pars pas, je te mets une balle. Il n'a pas bougé ni scellé, juste continué à me regarder, le sourire aux lèvres. J'ai tiré en l'air un coup de semonce et enfin, j'ai obtenu une réaction. Il a reculé un peu puis a lentement reculé vers la forêt en continuant de me fixer. C'est là que j'ai décidé de lâcher le chien. J'ai dévalé l'escalier, ouvert la porte coulissante et l'ai laissé filer. Il s'est élancé comme une flèche noire, dans les bois aboyants et grondant, plus agressif que je ne l'avais jamais vu. Il avait un collier de délimitation, donc ne pouvait pas aller trop loin, mais j'aime croire qu'il a fait fuir cet homme pour de bon, car après cette nuit-là, je ne l'ai plus jamais revu. Cela s'est passé en mars 2022 pendant les vacances de printemps. J'étais en 2e année de fac et avec mes amis, nous étions 6 en tout. Nous avons décidé de louer une cabane en Caroline du Sud pour quelques jours, juste pour nous éloigner de tout, pas d'école, pas de stress, pas de téléphone. C'était censé être un de ces séjours tranquilles où l'on boit trop mais la musique trop fort et se fait des souvenirs dont on rira plus tard. Il y avait 4 garçons, moi, Mathieu, Christophe et Thierry, et 2 filles, Julie et Sarah. On se connaissait tous depuis la première année. La cabane choisie était ridiculement bon marché pour sa taille, 2 étages, un porche enveloppant 2 salles de bain annoncées comme étant sur un terrain privé près d'un lac. C'était vraiment reculé, aucune ville à des kilomètres entourée de forêts. Le propriétaire avait un accent prononcé et semblait un peu étrange au téléphone. Tout ce qu'il nous avait dit, c'était ne vous aventurez pas trop loin dans les bois. Il y a des vieilles choses là-bas, puis clôture cassée serpent.
Vous ne voulez pas vous perdre. On avait ri pensant qu'il essayait juste d'ajouter un petit frisson sudiste au séjour, mais une fois sur place, ce n'était plus drôle. Le trajet avait été interminable, le GPS avait cessé de fonctionner 1 heure avant l'arrivée, et la fin de la route n'était que cailloux, et terre à peine assez large pour une voiture. Les arbres se rapprochaient de plus en plus. En voyant enfin la cabane, nous sommes restés silencieux. Elle ne ressemblait pas aux photos. Plus vieille, plus sale, vitres poussiéreuses et volets branlants. Dehors flottait une odeur vague d'ordures et de bois humide. On a fait semblant que ça donnait du caractère, on a déchargé, choisi nos chambres et commencé à boire. Vers 19h, la première soirée était agréable, barbecue, dehors musique, sur enceinte Bluetooth, jeu de cartes. Vers 23h, il faisait froid, on est rentré. C'est là que j'ai remarqué à quel point les bois étaient sombres. Pas juste la nuit, une obscurité totale, les lumières du porche éclairant à peine sur quelques mètres. Pas d'insectes, pas de vent, juste un silence lourd. On s'est couché vers 2h. Ma chambre était au rez-de-chaussée près de la cuisine petite avec un lit et une fenêtre donnant sur la forêt. Vers 4h15, je me suis réveillé d'un coup sans raison, le cœur battant. Puis je l'ai entendu tap, tap, tap. D'abord j'ai cru que c'était le chauffage, mais le son se poursuivait régulier, non métallique, non mécanique. Ça ressemblait à des doigts. J'ai regardé vers la fenêtre, et il y avait un homme collé à la vitre, visage, presque contre le verre, peau pâle, cheveux, en désordre, torse nu, immobile, yeux grands ouverts, bouche entr'ouverte, comme pour respirer, qui me fixait sans cligner. Il tapotait doucement, lentement, comme pour me narguer. Mon corps s'est figé. Le tapping s'est accéléré un peu. J'ai chuchoté pour appeler Mathieu qui dormait sur le canapé, juste dehors plus fort. Il a fini par se réveiller. Il a regardé, vu l'homme, et s'est levé d'un bond, renversant la table basse. Ça a dû effrayer le type le temps que Mathieu allume le porche, et sorte, il avait disparu. Tout le monde s'est levé, les filles étaient terrifiées. Thierry a dit que c'était juste un villageois ivre. Christophe a suggéré un chasseur perdu. Mais moi je savais, il n'était pas perdu, il m'observait. On a bloqué les portes, déplacé le canapé devant la grande fenêtre du salon, et monté la garde par roulement quelques heures. Plus rien cette nuit-là. Le matin dehors, nous avons vu des empreintes, des pieds nus humains. Faisant le tour complet de la cabane, s'arrêtant à chaque fenêtre, y compris la petite fenêtre au-dessus de la douche de l'étage. On aurait dû partir, mais on est resté obstiné et stupide. La deuxième nuit a commencé pareil, boisson, musique, feu de camp, mais l'ambiance n'était plus la même. Tout le monde jetait des coups d'œil au bois. Julie n'a pas bu, Christophe gardait son couteau de chasse à la ceinture. De retour à l'intérieur, on a verrouillé chaque fenêtre et reverrouillé les portes. Vers 3h30, Mathieu est allé chercher de l'eau. Il s'est figé dans le couloir, m'a appelé et je l'ai rejoint, et l'ai vu pointer, il y avait quelqu'un dans la cuisine. Le même homme, cette fois à l'intérieur, nu, le dos couvert de longues éraflures rouges, et à vif. Il se tenait devant le frigo, le fixant comme s'il ne comprenait pas, se balançant lentement d'avant en arrière. Mathieu n'a rien dit, il a reculé. Nous nous sommes regroupés à l'entrée du couloir, moi avec un petit couteau de poche, Sarah, avec le tisonnier Christophe, avec un pied de chaise cassé. On a allumé la lumière, il avait disparu. La porte arrière était grande ouverte mais non forcée. 20 minutes plus tard, on quittait les lieux seulement avec l'essentiel, portefeuille, clé, téléphone. On a roulé dans les bois jusqu'à avoir du réseau pour appeler le shérif. Au dîner sur la route, le député n'a pas semblé surpris, a demandé si quelqu'un était blessé, puis a dit « Oui, on a eu des soucis avec des gens qui squattent par là-bas dans les bois. » Pas toujours bien dans leur tête. On a essayé d'expliquer que ce n'était pas juste un SDF. Cet homme nous observait, était revenu 2 nuits de suite et avait une clé ou un moyen d'entrer. Le policier a juste hoché la tête comme s'il connaissait déjà l'histoire. Quand on a mentionné le propriétaire, son visage laissait entendre qu'il le connaissait. L'annonce de location a disparu quelques jours plus tard de tous les sites, effacés. Aucun appel, aucun remboursement, aucune réponse. Mais ce visage, son regard par la fenêtre, je le revois encore certaines nuits en me réveillant. On ne parle presque plus de ce séjour, et à ma connaissance, aucun de nous n'est jamais retourné en Caroline du Sud.